Ouh. Yeah. Podcast, yeah, hey. yeah. Podcast, Podcast, hey. Monsieur Sparky, qu'est-ce que tu fais? C'est Sparky. Monsieur Sparky, je pense que c'est une première apparition pour lui. On l'a pas vu complètement, on a juste la queue, mais... C'est tout comme. What's up, everybody? Podcast, épisode 11, si je me trompe pas, mais je commence déjà à me tromper avec ça, anyway, mais je pense bien que Bobby c'était 10, pis c'était juste la semaine passée, même si ça fait comme 4 millénaires de ça dans ma tête. Ouais, hein, c'est vrai, on dirait que les semaines passent vite, mais on dirait que celle-là, je dis bon. Ça a définitivement été une grosse semaine, j'ai un paquet d'affaires qui s'est passé dans cette semaine-là. C'était cool. Mais là, on a un podcast, juste moi pis toi ensemble, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Pis c'est pas parce qu'on a pas trouvé personne cette semaine, c'est juste parce que ça me tentait de faire ça. Mais ça fait des millénaires, c'est juste pas juste retrouver nous deux, genre, à jaser. C'est vrai. Le truc random, on a tout le temps comme du monde en entrevue, c'était là, pis c'est le fun. Mais c'est le fun d'être juste nous deux et tout. Juste Absolument. jaser, casual, comme on aime faire. Fait que ça va être ça cette semaine. J'ai quelques sujets. Ce que je veux qu'on passe le gros de l'épisode dessus, pour vrai, ben... T'sais, c'est le TKO, le TKO 42. Anna, il était là, Un petit recap. il était là très tôt, à part de ça. Fait que ce que je voulais qu'on fasse, c'est parler de chacun des combats vite. Puis après, on va peut-être faire nos top 3 moments of the card, là, on the spot de même. Moi non plus, j'ai rien préparé pour ça. Alright, c'est bien parfait, Top ça. 3 moments of the card. Après ça, peut-être une petite discussion sur la division 170 livres dans l'UFC, parce que là, il est en train de se passer plein d'affaires. Pis ça fait longtemps qu'il se passe rien dans cette division-là. Fait que c'est comme le fun. On va jaser de tout ça. Puis ben finalement, on va peut-être parler de notre ami le petit Xanax, Lil Xan. Ouais, Lil Xan a fait parler Tu fais pas des amis, mettons. Non, ben c'est ça. Fait que je voulais qu'on jase un peu du petit Xanax. Pis Ok, de alright. son point de vue. Puis de, tu sais, qui a raison, qui a tort. Et on trouvera sûrement pas la vérité absolue. Mais, ceci étant dit, on peut commencer. Le TKO 42. Ouais. Fait que... allons-y dans l'ordre, je vais essayer d'y aller avec ma mémoire, j'ai pas de feuille ni rien devant moi, ben je pense que je me rappelle de comment ça s'est passé à peu près. Premier combat, t'es-tu arrivé? Alex O'Neal? Je suis arrivé au milieu du deuxième round. Puis de ce que moi j'ai vu, j'ai pas vu le début au complet, mais vraiment c'était Paul, là, me semble, je me trompe, c'est Alex. Ah C'est non, O'Neal O'Neal, a oui, gagné, Alex ouais. O'Neal. Vraiment, de quand je suis arrivé, il dominait, là, j'ai vu la moitié du combat, fait que j'imagine qu'il a quand même dominé le combat au complet, là. Quand même, ouais, mais tu sais, comme c'était le meilleur combat d'Alex Paul aussi, d'un autre côté, dans TKO, parce que il s'est fait finir en moins d'une minute dans ses deux autres combats. Fait que c'était sa meilleure performance, puis je sais pas, on dirait que j'ai plus vu de choses dans Paul que dans O'Neal, quasiment. Ben, O'Neal, si je me trompe pas, c'était son premier combat en carrière, Non, là. deuxième, c'était Ok. battu à Rec Ok, Gatineau ok. contre Eric Caiolo, il avait gagné split des jeunes aussi, je pense. Ben, je trouvais pour une, tu sais, dans ses premières performances, moi, je trouvais qu'il avait livré un bon combat, honnêtement, là. Ouais, je pense que ben à la conférence de presse après, il était déçu là. OK? Puis je pense que c'est un peu parce que tu sais dans le fond lui c'est un bagarreur au hockey pis tout. Puis je pense que il voulait nous offrir une performance un peu plus striking OK? si possible. Puis il a fini par lutter pas mal. Fait que je pense pas que c'est ça qu'il voulait vraiment nous offrir. Ben c'était correct dans les circonstances. Souvent, premier combat pro, tu peux pas t'attendre à faire grand chose de vraiment fou. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, prends le cage time, là. Ouais, exact, pis je trouve que ça a bien commencé la soirée, là. Ça a bien commencé la soirée. En effet, c'est un bon combat. Après ça, Matteo Vogel contre James Clark. Moi, ça m'a super gros impressionné. Matteo Vogel, tabarnouche, il le handle, pis je sais qu'il y a du monde qui parlait peut-être un peu de la différence de poids entre les deux, qui est quand même non négligeable, vu que Vogel, c'est un vrai 135 livres. Clark, c'est vraiment un 125 livres. Là, tu vois, c'était pas un gros gars dans la cage contre lui, mais... super impressionnant, son back control, super impressionnant, son ground and pound. Il avait l'air d'un vrai tueur, là, le vrai instinct du tueur. Toutes les chances qu'il a vues, il a réussi à sauter dessus, pis tout. Fait... Ouais, le niveau de violence de ce combat-là, pour vrai, était quand même assez élevé, là. ouais, Écoute, vraiment, c'était savage, là, pour vrai. Puis habituellement, tu sais, de ce que moi j'ai vu des combats, habituellement, tu vois Clark avoir le top control sur un gars, pis de rider de même,
Non, là, l'autre, il est allé chercher le top control pour finir, genre, pas pour genre juste passer le temps, il est allé finir la job, puis non, très belle performance. Une fois de plus, là, c'était un bon début de carte, là, pour vrai, là. C'était excellent, ça. Ensuite, un combat que je pense que les deux, on a beaucoup aimé, Tariq Ismaël, Johnny Baldridge. La kicking game de Tariq, je le savais que c'était ça, sa game. C'était assez incroyable à voir en vrai, même si j'avais vu du tape dessus, puis si je me fie à... Tu sais, moi, j'ai réécouté la carte dès le lendemain matin. Ben, en fait, pas le lendemain matin. Quand je me suis réveillé, j'ai écouté l'UFC à Londres, là, puis après ça, j'ai réécouté le TKO. Vraiment à tous les combats pour être sûr, parce qu'il y a des fois, je vous cacherai pas, je me suis promené un peu pendant la soirée. C'était là, fait que j'ai manqué des petits instants des combats. C'était là. Puis j'ai rechecké la carte, puis sur tape, ça ressemblait à la même affaire que j'avais vu de Tariq, mais en live, c'est tellement impressionnant. Oh, t'entendais ça claquer. Le premier round, t'as même pas fini que les jambes de son adversaire étaient mauves. Une bonne barre mauve, là, de tu sais, 5-6 pouces de large. C'est pour vrai, c'était incroyable. Il était on point, toujours les kicks à la même place. Je suis quand même surpris parce qu'il s'était, tu sais, c'était pas des gros setups au kick. Souvent, il lançait un kick avec même pas setup les mains. J'ai été surpris que l'autre, il a pas check le kick, il a pas essayé de wrestler sur un kick. L'autre, il semblait aussi d'avoir quand même un bon style, mais il a pas pu, ça l'a pas permis de pouvoir se faire valoir au fait, là. Je connais pas vraiment la carrière du gars, mais... C'était son 4e combat pro. Yeah. Il était 2-1, là, il est rendu 2-2. Sur le Tariq, je pense que c'était son 3e combat pro, ouais, mais tu sais, on s'entend que quand tu vois le niveau de striking de ce gars-là, tu te dis que c'est pas son premier combat dans la vie en général, là. Exactement. Ça fait du Muay Thai, du kickboxing, ce gars-là, c'est sûr à 100%, là. Oh, mais... J'ai trouvé que son adversaire manquait d'ajustement durant le combat. Ouais. Pis j'aimais ça, moi, pour vrai, voir Tariq ne pas se servir de ses mains. Wow. Parce que dans ça, quand il s'est battu contre Terry Lemaire, je l'ai vu se servir de ses mains, pis c'est le seul moment qu'il s'est fait toucher dans le combat. Son push kick à la fin, là. Ah, ça, à la fin du 3e round, quand c'est Bam Bam, je me trompe pas son nom de fighter, là. Il s'en venait en sprint pour essayer la dernière bombe de désespoir. Tariq, il t'a enfilé un push kick right on the chest. Boum! Il s'est fait clouer au sol. C'était assez impressionnant, pour vrai. En effet, c'est tout qu'une fin de combat qui a parfaitement l'idée dans l'autre combat d'après. Combat pour lequel on a été... Moi pis Alain, on a freak out complètement. Ah, moi j'étais hype. Bobby Sullivan, Blake Nash. Tabarnouche, man. Qu'est-ce que tu veux dire de plus là-dessus? Je pense que la réaction, si vous avez pas vu notre réaction à ce combat-là, je pense que ça voulait tout dire. Oh, exactement. Puis, salut monsieur, ça va bien? Mr. Sparky, tu vois que Bobby a travaillé sur sa lutte parce que Blake Nash est quand même un bon lutteur, puis dès que ça s'est retrouvé un semblant d'être au sol, il a spring back to the feet, puis c'est ce qu'il voulait faire, garder ça sur les pieds, pouvoir se servir de sa grosse boxe. Il nous avait collé juste quand on était pour partir de la chambre d'hôtel. Il me regarde, il fait « Hey Adam, premier round, knockout, uppercut. » Puis il me lance un uppercut en shadowboxing dans le corps de pop. Puis je suis comme « Aïe, alright. » Tu sais, déjà ça, me faire caller ça pique ma curiosité pour dans 24 heures savoir s'il va vraiment le faire, le gars. Puis il le fait. Il l'a fait en plus. Ah, c'était sensationnel. Ouais, ton nouveau meilleur ami, Bobby Sullivan. Ouais, ça a fait jaser un peu. Ouais, mais tu sais, partout, là. ouais, mais je comprends que, tu sais, les commentaires, mettons que Patry, il a dit, là, que, c'est ton meilleur ami, pis t'es son groupie, t'es son fan, pis tout. Mais une chose que Stéphane Patry va jamais comprendre, c'est le respect qui s'impose entre deux êtres humains qui s'embarquent dans une cage devant X nombre de gens et qui donnent un spectacle comme on l'a donné. Il peut pas comprendre le respect qui va s'imposer entre deux êtres humains comme ça. Fait que, dans un sens, je peux comprendre ses commentaires, mais il peut pas comprendre comment que nous on se sent. Ouais, de toute façon, Ken Wong l'a très bien dit, puis il l'a très bien dit sur le moment même. Il a dit, ben, tu sais, si tout le monde sait comment Adam est friendly,
Puis en fin de semaine, beaucoup de gens ont découvert comment Bobby c'est une soie, il est super friendly Ben oui, avec. absolument. Fait qu'il a dit, je peux fort bien comprendre que ces deux individus-là s'entendent bien ensemble naturellement. Pis qu'il y a aucun doute que si vous allez vous rebattre, vous allez vous rebattre, là. Oh, absolument, mais tu sais, la façon aussi que je vois ça, tu sais, moi, j'étais en train de comme paver un petit chemin, puis ce gars-là, c'est probablement le gars qui va être capable de marcher sur le chemin que j'ai pavé. Puis je l'accueille dans son organisation, tu sais, un gars qui en a fait un petit peu plus, je l'accueille, je m'assure qu'il se sente bien, pis qu'il y a du fun, pis tout ça, tu sais. Je comprends pas qu'il voit ça de façon négative, là. Moi, je pense que c'est juste positif que, genre, on est capable de faire ça, là. Bon, ouais, c'est ça, c'est sûr que c'est super le fun, mais écoute, on peut pas... C'est le fun quand les gars, comme on le dit, il y a tellement de renaissance dans les derniers temps des combattants à la Max Holloway, des combattants à la Tug Rose, que semble c'est juste ça qu'ils veulent, tu sais, respecter leur adversaire, vraiment. Ouais. On peut être amis en dehors de la cage, mais on va aller faire notre business dans la cage, faire des excellents combats, puis après on va tu sais, je pense que c'est de plus en plus en mode, c'est le counter image au McGregor, là, justement. Ouais, pis, exact. tu sais, tu sais que la McGregor image est vraiment populaire, mais qu'il y a beaucoup de gens qui la détestent aussi. Vraiment, pis ces gens-là, naturellement, vont aller vers des gars qui sont plus à la Max Holloway, à la Tug Rose. Ben, tu sais aussi, c'est what you see. Avec moi, what you see is what you get. Tu sais, je peux pas, je commencerai pas à te vendre un personnage qui est pas moi. Je commencerai pas à genre, être fake ou whatever. Je suis comme ça, je vais rouler avec, puis écoute, Bobby Sullivan aussi, c'est un gars authentique comme moi, puis on s'adonne bien, mais si on a d'affaires croiser les fers, on va le faire, mais tu sais, les deux, on est quand même d'accord que tout aussi bien d'attendre d'être au UFC se faire payer pour le faire, là. Ouais, pis tu sais, pour ma part, je commence à avoir rencontré beaucoup de fighters, là, dans les derniers temps. Je dirais que je commence à rencontrer beaucoup plus de combattants, je commence à connaître beaucoup plus de combattants, des gars, ça fait 2, 3, 4 fois que je vois, puis on jase, pis tout, pis beaucoup de gens sont super gentils, mais Bobby, c'est un des gars qui m'a le plus surpris, là, vraiment. Parce que moi, j'ai passé un après-midi au complet avec Bobby Sullivan, avec Adin s'entraînait à Granby. Moi, j'étais allé à la pesée. Quand j'ai quitté la pesée pour m'en aller à mon char, manger un peu. Je suis retourné à l'hôtel. Puis Bobby était à l'hôtel. Je suis monté dans sa chambre. Puis toute l'après-midi, j'étais avec lui, sa blonde, Jordy Monroe, puis Jeff Blight, son coach de wrestling. Puis on a tellement eu une belle après-midi, on a jasé de tout et de rien, de Dana White dans le jeu de UFC, du trafic à Montréal, des fermiers dans son coin, tu sais, fait il y a tellement de sujets de conversation, tellement d'affaires intelligentes à dire. Un gars éduqué aussi, pis ça paraît, juste dans la façon qu'il il s'exprime, pis tu peux parler de n'importe quoi, il va avoir de quoi dire, même s'il est pas super connaissant sur le sujet, il va avoir de quoi d'intelligent à dire. Même si c'est, je suis pas vraiment informé sur ce sujet-là, donc je dirais rien. C'est déjà plus intelligent que la majorité du monde qui disent à peu près n'importe quoi sur n'importe quoi, même s'il y a aucune connaissance de ce qu'il parle. Fait que, Bobby Sullivan, je peux comprendre que n'importe qui parle moindrement avec a envie de devenir son ami, parce que même moi, c'est une semaine que je l'ai pas vu, puis je pense que je m'ennuie. Non, c'est ça, pis tu sais, j'ai jasé, Nash était assis en arrière de moi après les combats, tu sais, j'ai jasé avec Nash, j'étais bien buddy avec Nash aussi, là. Ah ouais, Blake Nash, super gentil. Tu sais, il y aurait une chance que je me batte aussi avec ce gars-là, mais quand même, je vais être chumé avec tout pareil, là, je suis c'est ça, il a même passé du temps avec Bakary Sako. Ben oui, pis moi Bakary, il y a no hard feelings, it's all good in the hood. C'est correct. Après, on était-tu rendu à Duprat contre McIntyre? Oui, la controverse, Ouais, la controverse, ouais, on peut dire ça. ça, on peut dire la ça. petite genre de controverse de la soirée, si on veut, là. Fait que c'est quoi ton take sur la controverse de la soirée? Écoute, man, il faudrait que je revoie le combat, mais moi, de la façon que je voyais ça, de où ce que j'étais assis, je pense que le gars, ses bras étaient pris, pis il pouvait pas taper. C'est ça, il pouvait pas taper physiquement. Pis tu sais, faut d'être tout ce que le ref était, là. Le ref, il a sûrement entendu quelque chose, là, whatever, là. Tu comprends, genre, il a sûrement entendu Toi, de l'angle que t'étais, tu l'as pas vu. C'est Duprat qui a dit au ref, he's out. Ou il est out. OK. Pis l'arbitre l'a juste écouté pis il a pas vérifié. OK. Fait que là, il y a du monde qui se disait, est-ce que Duprat pensait vraiment qu'il était out ou Duprat il a juste sorti un dirty tactique, mon gars, de dire, ouais, vas-y, genre, anyway,
sais, moi, mon take, c'est que le gars, il était trap, là. Oh! Le gars, ses 2 mains étaient pris, la guillotine était excessivement serrée. Peut-être qu'il respirait encore. J'en ai aucun doute, parce que dès que l'autre l'a lâché, t'as vu l'autre tout de suite se redresser, pis genre faire un petit signe de what the fuck, pis essayer de contester le stoppage, pis tout, pis tu sais, il essayait même pas vraiment de reprendre son souffle. Mais oui, il était 100% trap. Est-ce qu'on était à 3-4 secondes de voir la fin de ce combat-là? Absolument. Mais est-ce que c'est plate pour Devin McIntyre de pas avoir eu la chance de perdre pour vrai? Absolument, genre. Pis est-ce que Fred Dubras savait ou savait pas si l'autre dude était out ou pas? Mais ça, c'est à Fred Dubras qu'il faut le demander. Ouais, exactement. Mais moi, ce que je connais de Fred Dubras, ça a pas l'air d'un gars qui est malicieux, ça a jamais... Non, exactement. Ça nous a jamais... là. Il nous a jamais montré être un dirty fighter. Tu sais, on l'a pas vu longtemps à pro, mais il y a plusieurs combats amateurs, il y en a pas mal sur YouTube si vous voulez aller voir, là. Pis tu sais, jamais on l'a vu dans des combats amateurs sortir des dirty moves pis tout. Non, ça, pis c'est pas... On a aucun doute de douter de ce que Duprat a dit. Pis pour un gars qui, tu sais, je me suis entraîné au H2A, je l'ai vu s'entraîner, tu sais, c'est un gars, pis j'ai parlé beaucoup avec, c'est un gars zéro malice, là. Non, c'est tellement gentil, Fred Duprat. Exactement, fait que tu sais, je pense pas que c'était du dirty tactics. C'est peut-être d'être, je suis désolé, c'est peut-être d'être over genre, faire attention à ton adversaire, genre. Tu sais, je veux pas, il voulait sûrement pas, genre, le choke out où il a enlevé de l'air au cerveau pendant X nombre de temps. Tu sais, c'est juste d'être over cautieux pour ton adversaire, peut-être. Non, mais tu sais. Mais anyway, on est censé se bouffer une boîte de bang, fait qu'on va le revoir à l'émission pis on va tout pouvoir lui demander ça. On va tout demander ça à Fred en personne, mais pour ce qui en est de... Tu sais, il y a quand même trap un d'autre dans une guillotine 20 secondes en date du début du combat. Avec les 2 bras pris, les 2 bras trappés, je pense pas que personne s'en allait. Tapé, là, non, exactement, là. Donc, tu sais, que dire de plus? Je pense que c'est ça. On peut passer à la main card. James Mancini contre Cleveland McLean. Ouais. Moi j'ai apprécié ce que j'ai vu vraiment dans ce combat-là. T'es un grappler aussi, là. Ouais, ben genre... C'est qu'après le premier round, pour vrai, moi j'ai vraiment hésité à qui je donnais le premier round de ce combat-là. Parce que, oui, c'est James Mancini qui a poussé l'action là, du début à la fin du round, toujours. Oh, ouais. Mais, je ne sais pas si le fait de pousser l'action c'était assez par rapport au fait que tu sais, McLean a été sur la défensive tout le long, mais au premier round, il a très bien défendu absolument à tout, là. Ça a été très difficile pour Mancini de réussir à lutter ce gars-là de façon efficace au premier round de ce combat-là. Fait que, tout de suite, j'ai été intrigué dans le combat. Vous êtes tabarnouche, man. C'est un gars qui va tester James Mancini dans où il est le meilleur. Puis James Mancini qui est arrivé avec des ajustements dans le deuxième round. Oh, ouais, il a passé proche de le choker. Puis, tu sais... je le sais pas c'est quoi qui empêche vraiment Stéphane Patry de dire en ce moment, de mettre ses main cards pis tout, de dire en ce moment oui, James Mancini va se battre pour le titre contre Malcolm Gordon en Ontario TKO 44, mais si tu checks son résumé depuis qu'il est à TKO, il y a personne qui... Sparky, c'est pas gentil, ça. Je vais changer mon micro, le chien, je joue avec un peu que je vais le mettre devant moi. Oh! Regarde mes bonbons de chez Kanju, si jamais vous voulez commenter le podcast. Yeah! Mais, ouais, non, c'est ça, quelqu'un qui pouvait tester Mancini, il a fait des tellement beaux ajustements, puis il a passé à travers de tout le monde contre qui il s'est battu à TKO. C'est le numéro 1 au classement. Stéphane Patry dit que son classement, c'est la chose la plus importante, puis qu'il va offrir les title match à tous ses number 1 contenders. Puis Mancini pousse pour le titre. Donc, c'est ça qu'on va avoir. Là. Je sais pas pourquoi il nous l'a pas confirmé. Il y a peut-être encore un espoir de dire à Mancini, oh non, je te donne le prochain shot si tu me laisses mettre un tel gros nom contre Gordon. Mais tu sais, James Mancini, il veut ce combat-là. Bon, il le mérite aussi, là. Il mérite amplement, là. Puis là, c'est ça avec le ground. Il y a juste une affaire que je trouve que le ref, il a comme manqué un call dans cette fight-là. Mancini est en top control et son adversaire il a comme baissé ses culottes, il a tiré ses culottes, fait que Mancini il a comme lâché son top control pour justement comme le gars il va m'enlever les culottes direct ici là. Ouais, on sent pas de bon sens puis fait qu'il tasse de son top puis là l'autre réussit à s'en sortir puis se relever sur pied, genre c'est
je les ai replacés dans cette situation-là. Il a travaillé fort pour aller chercher son top control, puis... Ouais, non, c'est ça. T'as pas lu de perdre la position. Non, c'est vraiment pas là de perdre la position, mais tu sais, à un moment donné, le gars s'en va avec tes shorts, là. C'est sûr que tu vas bouger, là. C'est sûr que tu vas sûrement mettre moins de pression, parce que t'es en train de mettre de la pression. Non, là. c'est ça, exactement. J'ai trouvé ça, je trouvais qu'il y avait comme manqué un corps, mais sinon, pour vrai, tu sais, Mancini, son bread and butter, man, là, il te control, pis il va te ride out jusqu'à la fin, pis... Bon, c'était un beau bulldog choke, des belles tentatives de bulldog choke, des belles tentatives de rear naked choke. S'il y a une affaire que tu peux pas y reprocher à James Mancini, c'est que, tu sais, il y a du monde qui dit, ah, ça c'est un control wrestler, tu sais, il veut te clincher, il veut prendre le top, il veut te gosser, là, pis te garder là. James Mancini, il a passé à la garde, Mancini, il a essayé de le finir. Mais tu le vois, c'est un gars du combat. TriStar, là. C'est complètement un TriStar fighter, like une TriStar mentality, là. Exactement, puis c'est un excellent combattant, puis c'est vraiment quelqu'un à surveiller selon moi. Ça, c'est Malcolm Gordon, c'est un gros test pour lui. Oui. Ça le cachera pas. Il m'a surpris que son ground game, Malcolm on va Gordon. revenir à Malcolm Gordon, mais Mancini, les seules fois qu'il a perdu, je le sais que c'était avant dans sa carrière, mais c'était par soumission, les 3 fois. Oh. Fait que, tu sais, contre un gars qui trouve les soumissions comme Malcolm Gordon le fait, ça va être un test incroyable, parce que tu le sais que Gordon va avoir la chance d'aller chercher ces soumissions-là, tu le sais que Mancini va avoir la chance d'être sur le top, pis de faire son top game, pratiquer son ground and pound, pis faire ce que les deux vont pouvoir faire ce qu'ils font bien. Fait que, gros match-up en perspective. Oui. Ensuite, les débuts de notre ami Mick Dufort chez les 170 livres contre Colin Bakey. Pas mal tout le monde l'a appris depuis là. Mick, il a réussi à marcher sur ses 2 pieds comme du monde, je pense, 4 ou 5 jours avant le combat. Il s'est vraiment défait un pied, là, en pratique. Son orteil, à s'est viré, venu toucher au top de son pied, carrément. Il était en béquille, il était en canne. Le médecin, il a dit qu'il ne pouvait pas lui dire qu'il pouvait pas se battre, mais que ça allait prendre 4 à 6 semaines sans activité à sa blessure pour revenir correct. Pis on parle de 1 semaine et demie, 2 semaines avant le combat. Wow. Fait que Mick Dufort est allé se battre contre Colin Blakey, ultra blessé. Pis il nous a fait ce que Mick Dufort, c'est mieux le faire. Pis tabarnouche qu'il m'a impressionné, parce que je pense que c'est la première fois que je l'ai vu sortir moindrement patient. C'est la première fois que je l'ai vu essayer des affaires pour set up un takedown. Pis c'est une des premières fois que je l'ai vu réussir un beau takedown de même aussi. Souvent à Dufort, le combat commence super agressif, là il se passe quelque chose, puis whoop, ça atterrit à terre, pis souvent c'est même pas de sa faute, ils sont juste atterris à terre de même. Que ça soit des fois, il y a déjà pas le guard, c'est déjà, Serraille, ça a une guillotine sur lui, c'est de même, ça se retrouve à terre. C'est des choses comme ça. Fait que, non, j'ai adoré, man, sachant dans l'état qu'il était, là, j'ai adoré le fait qu'il est resté patient pis qu'il a bien travaillé son takedown, parce que c'est Mick Dufort, là, il savait qu'un coup au sol, la blessure au pied changeait plus rien, pis c'était son univers, pis il a pas, pour une fois dans sa carrière, il a pas été cave dans la manière qu'il a amené le combat au sol. Fait que, pour moi, c'est juste encourageant à voir. Oh non, écoute, une autre performance phénoménale, là, pour vrai. Il est jeune en plus, il a tout le temps devant lui. Genre, j'aimerais ça voir... tu sais, là, il a l'air pas mal plus consacré aussi à l'entraînement, puis il a l'air plus sérieux, puis steady, puis tout, mais tu sais... on est tous des gars de MMA, on a tout un petit quelque chose à quelque part, mais tu sais, un Mick Dufort vraiment à 100%, juste là-dessus, sans aucune genre de distraction. Écoute, c'est quoi, il y a 23 ans, là? 23-24 ans, là, c'est un 30, tu sais, c'est un 28 years old champion du monde, là, ça, là. Tu sais, pour vrai, tu sais, il y a vraiment énormément de talent, là. C'est de savoir jusqu'à quel point il va l'exploiter. Ouais, pis tu sais, je pense qu'il a aussi redécouvert de quoi de plaisant dans le fait de se battre à 170 là. Parce que comme vous l'avez peut-être vu dans mon vidéo de Cheat Meal avec lui là qui est sorti hier, ben tu sais, le gars il a repris 4 livres, 5 livres depuis son combat là. Non, fait que il est habitué à 180, à 155 de descendre là, ou essayer de descendre là, pis d'après crime reprendre quasiment 20 livres, aller se battre dans la cage à 175 livres dans un combat 155 livres, puis là il s'est battu je pense à 173 livres dans un combat 170 livres là.
Oh, ouais, mais tu sais, le poids, là, tu sais, la grosse déshydrate pis tout, moi, je suis encore un gars qui croit que, genre, couper juste une coupe de livres, tu vas avoir la même, tu vas être en plus d'énergie que si t'en as coupé, genre, 10-15. Je crois vraiment que c'est un weight disadvantage, genre. Le gars le plus gros va gazer en premier, c'est tout, c'est comme ça, ça a souvent été comme ça. Puis les gars, ils coupent trop, puis je trouve qu'ils ont moins... De plus en plus, tu vois des gars qui se battent au poids, qui marchent, tu sais, relativement au poids, ça marche, qui marchent. checker, on va revenir sur son cas tantôt, mais RDA à 170, Donald Cerrone. Masvidal, Donald Cerrone. Checker, le champion 185 livres, le d'autre qui a un KO loss contre Wonderboy à 170, là. Oh, T'sais? non, c'est ça, puis là, un autre, là, qui est phénoménal, je trouve, il est obligé de monter de poids, là, Gastelum. Les gars, il a pas l'air d'une crevette, là, contre les gars de 185, ok, souvent, ok, les gars, ils ont l'air d'être plus gros que lui parce qu'ils ont repris de l'eau pis ils ont pris, mais les gars, ils suivent pas pareil, genre, fait que moi, il est rapide dans la division pis il a des grosses mains. je commence à être tanné de voir des gars d'essayer de se tuer sa balance, pour vrai, là. Genre, faut apporter un ajustement au sport pour ça. Cool. Ensuite, Joe Valley contre Ali Mogdad. Man, back on track! J'arrêtais pas de crier ça, back on track. Tellement content pour Joe. C'est un gars qui met beaucoup d'efforts, pis, man, tu sais, il est tout le temps dans le gym, pis, Colin, man, il veut tellement, en plus, là. Fait que non, je suis tellement content pour lui. Tu sais, il avait l'air vraiment, en plus, à pogner, ça a pas l'air d'un doux, là, pour vrai, là, Non, c'est ça. Moi, la seule affaire, je suis pas d'accord avec ce combat-là, c'est la split decision, je le sais pas à son doux. C'est un, tu sais, c'est un 29-28 clair pour Joe Valley. Clair. Si tu voulais mettre un score autre que ça, ben tu sais, c'est un 30-27 pour Joe Valley, là. Oh, on s'entend, on a vu les deux premiers rounds, le bon vieux Joe Valley, pis domination ça y en a totale. pris en maudit, là, à Mogdad pour réussir à, dans la deuxième moitié du troisième round, closer à distance, puis clincher un peu, puis faire quoi avec ça, tu sais, avoir du temps à contrôle, mais pas faire mal à Joe, tu sais. C'était vraiment pas une split decision, là. Moi, j'ai trouvé ça que ça a été vraiment, un one-sided fight, là, pour Joe, là. Il a bien travaillé le jab. La seule chose que j'ai pu reprocher à Joe, puis j'ai même dit de vive voix face à face après, puis j'ai dit, tu sais, je te dis ça, mais en fond, on s'en fout totalement parce que you got the W, puis c'est juste ça qui est important. Il aurait pu exploiter un petit peu plus la droite. La main droite en direct, là, pas crochet, rien, juste en direct. Je pense que vraiment, ça aurait touché la cible. Mais tu sais, à quelque part, si c'est genre ça, la genre de réplique que j'ai, ou la genre de, ben là, t'aurais pu, on s'en fout, là, pour vrai. Moi, super content pour Joe, moi, avec, tu sais, comme Adam a dit, c'est tellement un bon gars, un gars qui est fin avec tout le monde, un gars de bon cœur, vraiment, là, Joe Valley. C'est dur de pas l'aimer si tu le connais un peu, pis moi, je trouvais ça tellement plate, ce qui arrivait, là, dans TKO. Même, crime, sa victoire contre Fritz Paul, là, même ça, c'était plate pour lui, crime, c'est quasiment fait boo out of the building, pis c'est parce qu'il a couru après un doute qui voulait clairement pas se battre avec lui pendant tout le long, pis, tu sais, Joe Valley, c'est un gars, c'est un range striker, là, pis il est beau pis il est bon quand il fait ça parce que c'est techniquement beau ce qu'il fait, ses setups sont beaux, il a des belles mains, il est capable d'arriver avec des combinaisons différentes à chaque fois, garder son adversaire sur le qui-vive, là, keep him guessing, mais avec le style qu'il a, il fera pas un bon combat contre un dude qui court de reculons en arrière. Tu sais, à part un Diego Sanchez, il y a personne qui va réussir à faire un bon fight avec ça, là. Puis encore là, Diego Sanchez va soigner bad life puis il va gagner une split decision dans une robbery, là. En moi, là. Fait que, tu sais, ce combat-là contre Fritz Paul, tu sais, tu plates dans c'est arrivé. Après, tout l'événement contre Strania, c'est plate comment c'est arrivé. C'est plate tout ce que ça a fait par après. Parce que Strania, même lui, il est pas méchant comme il avait l'air méchant après avoir fait ça, là, tu sais. Strania, il a une gimmick de tough guy, c'est pas un méchant gars dans la vie, non, c'est ça, non. Il aime parler, les médias sociaux. C'est sa game d'avant combat pour se mettre dans son combat, mais c'est un gars qui est intense, là. Ouais, c'est ça, très intense. Il est pas méchant. Pas un gars méchant, c'est ça, pis avec tout ce qui est arrivé par rapport à ce combat-là, c'était malheureux. Puis après son combat contre Barrio, la manière qu'il a gazote après avoir tellement bien commencé, c'est tellement plate pour lui. Fait que finalement, là, on a Joe Valley,
le Joe Valley qu'on connaît, pis il se bat de même, man, dans n'importe qui, là, pour vrai, là. Oh non, ça, se battre de même, c'est un problème de la division, là. Exactement. Au grand complet. Yup. Après ça, le duel de 135 livres. Kyle Machado, Joseph Manis. C'est-tu un combat auquel t'as bien porté attention? Je pense qu'à partir de là, je pense me promener un peu, là. Ouais, c'est là on a vu Joe en arrière arriver, puis Ouais, on ouais, est allé interviewer Bobby aussi, pis tout ça. Fait Exactement, que, parce que moi, malheureusement, ce combat-là, je me rappelle que j'ai appris plein d'affaires qui se sont passées en leur checkant ce Fight Pass. Ouais, non, c'est ça, je veux pas m'aventurer à dire des choses que je... Ouais, il y a personne qui look bad. Ok. Pour vrai, personne qui look bad. Manis, il y a un style qui va faire qu'il va réussir, là. Tu veux pas. Je sais pas ça va être quoi contre Jesse Arnett, par exemple. C'est un combat que je vais avoir du temps à checker pour vous dire ça. Ce que j'ai cru voir de Manis, c'est que c'est un all the way in or all the way out fighter. Lui, la pocket, il veut rien savoir de ça. Surtout que Machado est un gars de Muay Thai, mais vraiment plus axé sur la boxe. Fait que, tu sais, Manis avait clairement fait ses devoirs en arrivant dans ce combat-là. Il restait at range, des kicks, quelques combinaisons, mais vraiment plus des kicks. Puis quand il se retrouvait dans la distance, c'était automatiquement pour clincher, l'amener dans la cage, clincher là. Il a l'amené un peu de genoux tout là. Mais tu sais, mostly, c'était ça le game plan. Puis ça a bien marché. Moi, je pense que j'ai donné un 30-27 dans ce combat-là. Machado était compétitif. Juste peut-être un gars mieux préparé que lui, game plan-wise. Puis un gars qui est clairement très skills, très athlétique, tu sais, un gars qui est capable d'être explosif, capable de son mouvement in and out, le gars, là, il a un bon step dans ses pieds. Tu le vois, c'est un athlète, le gars. C'est un athlète. Fait que, ça va être un bon combat contre Arnett. Personnellement, j'ai hâte de voir ça. Mais c'est sur cette carte-là, peut-être un combat qui a passé un peu inaperçu, malheureusement. Peut-être parce que les gens connaissaient pas les gars pis tout. Mais, tu sais, moi, je m'attendais je me disais, crème, un gars de Muay Thai contre un autre gars qui a l'air d'un bon gars de stand-up, qui kick bien pis tout, ça va être de quoi d'intéressant à voir. Finalement, Manis, je suis arrivé là, il était super intelligent à propos de la patente. Devait le savoir qu'il allait pas avoir 500 fans de lui dans le crowd anyway, fait tu sais, ça sert à quoi, là? Il va avoir un title shot pour une des plus grandes organisations régionales dans le monde à son prochain combat. Fait que ça servait de quoi arriver là, devant personne qui connaît, pis faire un show pis de manger du dommage pis tout. Le gars il a fait son affaire pis il l'a très très bien fait pis il a tout montré ce qu'il avait à montrer pour confirmer que c'était bel et bien un très bon prospect pis un gars qui avait absolument sa place à la liste de prospects de l'UFC. Alright. Ensuite, Charbonneau, Goldberger. Check that fight out. Ouais, tu vas voir ça. Ouais. Il y avait une belle stratégie, il l'a bien appliqué. Il y a de quoi apprécier là-dedans, vraiment. Alright. Après ça, Charbonneau, Cornburger. Ouais, c'était dur à regarder pour vrai, là. Oui, crime, mais... Charby, c'est un chum, là. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a cet aspect-là. Cornburger, man. Complet. Ouais, c'est un gros problème, là. C'est un très très gros problème, là. Pis il a l'air gros à 185. Ouf, qu'il a l'air gros. Un très très gros problème, là. T'es un pompier, ça et tout, man. Ok. Tu sais, il y a un peu ce gimmick-là, là. Puis le gars qui est fier d'être pompier, il a son daytime job, mais quand même, il s'entraîne dans un très bon gym à Vancouver. Tu sais, c'est un problème, là, clairement. Moi, j'avais prédit Charbonneau, je le sais qu'il y a du monde qui était là. Ah ouais, tu sais, on s'entend à Francis, c'était absolument pas le favori dans ce combat-là. Moi, c'était le facteur surprise que je pensais qu'il allait jouer un rôle là-dedans, parce que je comprends que tu peux prendre Charbonneau à la légère quand tu checkes sa fiche. Pis c'est ça que Cornburger avait l'air de faire, man, dans ses entrevues. À dire, je vais le take down facilement, puis je vais le beat up au sol, puis je vais juste le tapocher, là, easy, de là. J'ai dit, crime, tout le monde qui a fait ça avec Charbonneau s'est foutu la tête dans une guillotine, tu sais. Fait que j'avais comme de la misère à me dire que Cornburger allait juste arriver pis faire ça, pis qui a exactement direct fait ça, là. Pis ça a même pas été dur, genre. Fait que... je trouvais qu'il avait l'air d'une beast, là, pour elle, ouais, c'est quelque chose, là. Ouais, il était énorme, il était complexe, ça se passait debout. Les transitions, sa façon de passer de debout au takedown, au sol. Après ça, ses transitions au sol, son contrôle. Ah, écoute, Barrio, il y a une grosse commande devant lui.
Bon, quand tu parles de, tu sais, UFC ready, là, t'es pas mal deux gars qui sont là, tu sais. Ouais. Nous l'a montré, là, arriver pis passer Francis Charbonneau de même, c'est... Absolument, c'est deux gars qui sont UFC ready, là. C'est un top, là, pis ça va être... si tu pensais que la carte de Québec allait pas être gigantesque, là, ça va être énorme avec un main event de même, là, pis c'est incroyable. C'est un combat que... C'est un combat à faire rêver. Marc-André Barriault, il a comme tendance à se retrouver dans ceux-là, man. C'est un site. Ça le cachera pas, man. Je pense que j'ai quasiment plus hâte à ça que toi contre Ticho, là. Pour vrai, là. Moi, en tant que, tu sais, man, moi, arriver pis voir un gars comme Kronberger avec des grosses mains qui est capable de bien lutter pis qui va challenger Barrios partout pis tout, moi, man, en tant que amateur de MMA, c'est des affaires de même que je veux vraiment pas être prétentieux, mais tu sais, c'est un combat, je trouve, ces deux-là, que, genre, tu sais moins qu'est-ce qui va arriver que moi contre Ticho, mettons. Ah, et toi contre Ticho, je pense que... Tu sais, y a pas de cachette, là. On va se pitcher des mains dans la face jusqu'à temps qu'il y en a un qui tombe, là. Ou un qui se met à lutter, genre. Ouais, ben, de panique. C'est Monsieur Sparky, what's up? Ben non, pour vrai, une grosse commande pour Barrios, mais j'ai vraiment hâte de voir ça, là, comment tu sais. Puis à toutes les fois que le monde dit Barrios, il va être en danger, il sort un knockout pis tout. Fait que tu sais, est-ce qu'il va encore, genre, tu sais, sortir de performance contre un gars que tout le monde est comme c'est le plus dangereux que t'as jamais pogné, pis on dirait que Barrios, il aime ça, se retrouver dans une situation où que le monde pense que ça va être trop dangereux pour lui, puis là, ben, il sort le knockout ou quelque chose. C'est assez incroyable, là, pour vrai. Ouais, puis Kronberger, qui fait tout bien dans la cage après. Barrios est debout, le trouve, va faire un petit face-à-face. Puis là, après, dans la cage, face-à-face, à se parler. Toujours rester respectueux, mais il a fait passer son point en tabarnouche. Qu'il allait être là, il allait être prêt à se battre, pis tout était super bien fait. Je serais pas surpris quand même que Barrios il non. Moi, ce qui me fascine de ce combat-là, c'est que Marc-André Barrios a réussi à convaincre beaucoup de gens de lutter. Ouais. Tu sais, dans leur premier combat, c'est Joe Valley là, qui l'a takedown. C'est Joe Valley qui l'a takedown dans leur deuxième combat, c'est-à-dire contre Strania, c'est Strania qui a essayé de le takedown une bonne partie du combat. Marc-André Barrios pogne des gars de debout qui frappent fort pis qui sont très habiles pis les vire en lutteur. Oui. Kronberger. Est-ce qu'il va être capable de virer le lutteur en striker? Kronberger est probablement le gars qui pourrait se faire virer en lutteur raide par Barrios tout en ayant pas mal de succès à lutter. Tu sais, on s'entend que si Barrios le frappe fort, Kronberger va devenir peut-être un wrestler, il ne sera pas un panic wrestler. Non. Il va pas se dire, oh là, je sais plus quoi faire, il m'a de bouche, je suis en merde, plan Y que j'ai jamais pratiqué ou que j'ai pas full pratiqué, on shoot, genre. Ça a pas l'air d'un gars qui panique, là, honnêtement, là. Mais ça, on va le voir, mais qu'il se fasse toucher comme faut sur le piton. Ben, en plus, je savais pas que c'est un firefighter, là. Tu sais, quand tu rentres dans des bâtisses que tout le monde se sauve, toi, tu rentres en courant. Habituellement, t'es pas trop le genre de gars qui panique, j'imagine, dans des situations un peu corsées. Non, c'est ça, exactement. Ensuite, on en a un peu parlé tantôt. Malcolm Gordon est allé chercher la ceinture 125 livres dans... Toute une performance. Performance absolument... Moi, je croyais que c'était vraiment un gars de Muay Thai, là, prédominant, là, en plus. Là. Oui, mais tu sais, Team Adrénaline avec notre ami Jesse Ronson, Sam Stout, Mark Hominick comme entraîneur maintenant, pis sûrement qui s'entraîne encore avec eux. C'est pas mal des gars qui savent comment ça se pratique le MMA, là. Ouais. Tu sais, encore un gros team là-bas, là, pis c'est des gars... Absolument. C'est un tough camp, pis des gars well-rounded, pis Malcolm Gordon, autant c'est un excellent gars de debout qui nous l'a souvent montré. C'est un gars qui sait finir la soumission, ceinture brune en jiu-jitsu brésilien, pis je regarde... C'est tellement pas le combat que je m'attendais, parce que Jordan Graham, c'était un champion de Muay Thai, là, au niveau, je pense, mondial ou quelque chose comme ça, junior, quelque chose comme ça. Mais tu un très haut niveau de Muay Thai, en effet. Très bon combattage. Très haut niveau de Muay Thai. Je sais que Malcolm Gordon a un très haut niveau de Muay Thai aussi et aime utiliser le Muay Thai et faire des combats debout. Je m'attendais tellement à un slugfest technique, là. Puis, que ça m'a surpris. Mais,
je suis pas le plus grand fan de grappling, mais j'étais tellement captivé par la façon que ça grapplait, les transitions. Oh, tourner ça en un mot. C'était, pour vrai, c'était du bonbon pour les yeux, pour le monde qui trippe pas sur le grappling. Malcolm Gordon me l'a un peu dit dans le vlog, tu sais, les soumissions pis le jiu, c'est un peu comme le striking dans le sens que tu peux play off, tu sais, il a essayé une soumission, de la manière que l'autre l'a défendu, ça lui a donné le triangle, il est allé chercher le triangle, il a essayé l'armbar, à partir de là, il est retourné chercher le kimura, tu peux play off une soumission dans un autre, surtout quand vient de la fameuse séquence armbar triangle au plateau, tu peux aller chercher des kimura là-dedans, tu peux vraiment play une sur l'autre dans cette séquence-là, pis c'est ça qu'il a fait, pis tu sais, il l'a très bien fait, parce que Jordan Graham, c'est pas une slouch on the ground, on l'a vu dominer lui aussi James Clark, puis le soumettre au sol dans son premier combat pro, pis tu sais, mais ça. La seule chose, c'est que je trouvais que le niveau d'expérience chez les deux compétiteurs était un peu... C'est comme j'aimerais ça voir ce combat-là, mais Graham a plus d'expérience. C'est sûr, parce c'est que pour un troisième fight professionnel, là. C'est un gars qui était 9-3, tu sais. C'est hard, là. C'est vraiment une grosse commande, là. Excusez-moi. Ouais. Je m'excite parce qu'on s'en a parlé de Charles Jourdain contre Maton, là. Tellement pas le fait que je mette, genre, dans un sens, oui, mais dans un... Je pensais que c'était pour durer plus longtemps, mais hey, c'était vraiment one-sided, là, ce combat-là. Là. Charles, il a fait un lockdown, un shutout, genre un sans faute. That's it, that's all. Oh, ben, c'était sans faute. Man. Work that leg. Portes sont ouvertes après ça pour les mains. Il le clip une couple de fois. Je sais pas si c'est parce qu'à Mataro, il a trop un long coup qui fait qu'il est pas capable d'absorber des coups. Ça... Les grands, j'ai une théorie comme quoi les grands combattants, man, ils ont de la misère côté menton. Ouais, mais grand, ça dépend si t'es grand. Mince, ouais, c'est ça, grand, mais ouais, c'est ça. Je parle de Stephen Struve, tu sais. Moi, je serais pas surpris, là, que James Vick, là, dans la division lightweight, là, mais qu'il en mange une bonne, là, à plein sur le menton, là, ça tombe de haut, ces gars-là, là. Effectivement, je trouve que ça manque peut-être un peu de tonus au niveau du cou, mais pour vrai, je m'attendais à une compétition un peu plus, je m'attendais à ce que ça dure un bout, pis que ça soit un petit peu plus even out, pis t'as vu, c'était peut-être trop un gros skip pour Matarlo, de partir de début de carte à faire un co-main event, à se battre contre le poster boy, tu sais, c'était peut-être trop tout de suite pour lui. Puis non, Charles, regarde, tu le vois qu'il sent bien, il sent chez eux, les co-main events, les main events, y a pas de trouble avec ça, le stress vient pas le chercher, t'es calme, il était lousse, mais raide en même temps. C'est vraiment un mélange corporel qu'il y avait qui était assez intéressant pour vrai, puis man, les kicks, ça snappait, tout ça. Ah non, pour vrai, la performance de Charles a été vraiment... faisait un bout que j'avais envie de voir quelqu'un kicker dans les jambes à Matolo. Ouais. Dès qu'il a kické du premier leg kick, j'ai vu Matolo tomber. Je me suis dit, ouais, je pense que ma prédiction dans celle-là sera pas bonne. Hein. Charles qui a bien pris la peine de me le rappeler d'ailleurs quand je l'ai vu après, mais tu sais, c'est amplement mérité, là. Oui, mais c'est un match-up même moi, je croyais qu'il était pour être plus compétitif des deux bords, là. Oh, ouais, c'est ça. Moi, j'avais dit Matolo par décision, puis à la fin, tu sais, j'hésitais, là. J'hésitais vraiment, là. Non, c'est ça. Jamais je pensais que ça allait se finir un premier round de même non plus, mais. Tu sais, combien j'étais satisfait quand j'ai vu ça pareil, tu sais. Non, absolument, écoute, il a fait sa job, il l'a tellement bien fait, là. Ils sont quelque chose de spécial, là. Les Laramie pis les Jourdain, là, c'est deux familles de jeunes hommes très spéciales qu'on n'a pas fini de voir. Ah ouais, écoute, le segway est parfait, mon gars, man, par TJ Laramie contre Nogueira dans le même event, mon gars. Moi, c'est pas plus compliqué que ça, je le call direct, là. TJ Laramie, champion du monde. Pas juste du monde par l'âge de 25 ans. C'est un combattant spécial. Tu sais, je pense que c'était vraiment, pour vrai,
la première fois que j'ouvrais comme un site genre MMA Fighting le matin, puis qu'il y avait comme un résumé de l'action régionale de la fin de semaine, puis que le premier combat qui était couvert, c'était la performance de TJ Laramie dans son combat, là. Tu sais, je pense que de plus en plus les gens voient ce que ce jeune-là fait, puis c'est one to watch, jamais là, assis entre aucun round. Jamais assis. Il est revenu, prend sa petite gorgée d'eau, parle avec ses coachs, amène les ajustements que les coachs ont envie de voir au prochain round, du très bon coaching dans son coin, du très bon coaching dans le gym, il doit y avoir de la compétition féroce dans le gym aussi. Tu voyais le désespoir. Les de Windsor vont au Team Adrenaline à London, vont faire du cross-training au Rufus Sport chez Duke Rufus avec les frères Pettis, Ben Askren, Tyron Woodley... Bon petit gym, tu sais. Fait que ils font du cross-training une coupe de place. Je pense Michigan Top Team avec Darren Cruikshank pis ça clique. Fait que écoute, ces gars-là, man, c'est le futur, là. C'est le futur du sport, ce jeune-là. T'as vu il a 20 Laramie ans, man. tirer le jus de son adversaire, là. À un moment donné, là, même si c'était au sol, l'autre c'était une black belt en jiu-jitsu pis tout, il y avait plus le willpower de même essayer de faire une soumission sur Laramie. T'as vu, les batteries étaient vides. T'as vu le désespoir à partir du milieu du 3e round, je vais te dire, là. Ça a commencé à être vraiment difficile de passer au travers du... Puis même que le 5e round, je savais même pas s'il était pour revenir. Moi, je pensais, c'était à ça, je m'attendais en plus dans ce combat-là. Là, pis, il a stallé ça pour avoir un break de plus. Laramie, frais et dispo comme ça au premier round. Écoute, man, c'est incroyable de voir les performances comme ça, pour vrai, là. Ouais, c'est vraiment, écoute, il a pogné un des meilleurs 145 livres que tu peux trouver en dehors de l'UFC en termes de fiches pis tout, pis il te l'a niaisé. C'était pas un combat compétitif, mais pas du tout. Non. Pas, il y a un moment qui était compétitif, c'est au 3e round vers la fin du round quand Nogueira a pris son dos au sol pis tu vois qu'il y avait plus de jus pour même faire une tentative de choke. C'est ça, d'un côté t'as l'autre qui commençait à être low sur le gaz. Pis de l'autre côté, t'avais Laramie super calme dans une position merdique, qui est la chose que j'aime le plus voir chez un prospect, on se le cachera pas, parce que si t'es un prospect, ben, tu domines tout le temps tout le monde. C'est bien le fun, t'es super fort pis tout, mais si t'es un prospect qui se fait mettre dans la merde des fois pis qui reste calme dans la merde, j'aime encore plus voir ça. Parce que tu finiras pas comme Magomed Ankalaev qui a gagné 14 minutes 59 de son combat avant de se faire triangle à 1 seconde de la fin l'autre jour à London. Tu sais, le lutteur russe là qui tapoche le gars au sol pendant 15 minutes pis là, j'étais en train d'écrire mon score, tu sais, pour le dernier round sur ma page, le boum, il snap un triangle. Pis là, je suis là, ben tu sais, un triangle, 10 secondes, t'en fais out, là. Tu t'auto d'idée, mais moi, c'est sûr, genre, là. Tu sais, tu me pognes dans un triangle, j'ai entendu le toc, 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 boum, me fait pogner dans un triangle. C'est à la nuit, mon gars, j'espère juste que l'arbitre se rend pas compte que je dors avec la cloche sonne. Parce que s'il m'endort, la cloche sonne, l'arbitre se rend compte que je dors. La cloche a sonné, le combat est fini, j'ai gagné la décision, là. Tu comprends? Même si je me suis fait endormir à la fin. Mais le russe, il a tapé à 1 seconde de la fin, man. Fait que, victoire par soumission à 4,59 du 3e round, man. Rendu là. La seconde que ça te prend à taper, là. Ben, c'est donc en dehors, tout calé. Ouais, non, c'est ça. Ben, tout ça pour en venir à TJ Laramie, qui lui, il a une black belt dans son dos, pis ça a vraiment pas l'air de le stresser. Mais 20 ans, c'est assez incroyable. C'est ouais, vraiment non, la c'est new ça, generation of fighters. C'est incroyable. Tu sais, 20 ans, c'était incroyable, ouais. Mais je pense que ce jeune-là se bat de pro depuis quoi, 2014? Je pense peut-être 16 ans, 2015? 16 ans, quelque chose de même, son premier combat. Ouais, mais tu sais, son premier combat pro, par c'est genre... Racing, là, puis... Ouais, c'est genre à 2000... C'est battu à genre 2015, la première fois pro, 2014. Ouais, il y a 20 ans, il y a genre. 10 combats, là, d'expérience. Ouais. Fait que c'est fou, là, le jeune, là, il est encore... Il est pas supposé d'être bon de même à cet âge-là. Là. C'est juste ça qui arrive. Pis... 2 fois champion TKO. Ouais, pis même s'il avait 35 ans pis qu'il avait commencé le MMA, là, genre, si peu de temps, on trouverait que c'est exceptionnel. Mais là, c'est juste exceptionnel parce que non seulement il est très jeune en âge, mais il est tout autant jeune en âge de combat. Bah ouais, pis il est capable de battre des gars qui sont parmi les meilleurs. Tu sais, j'ai parlé un peu à Harmonic, à Mark Harmonic après, pis tu sais, même lui, là, ben, TJ est meilleur qu'est-ce que
il est meilleur que moi, là. Il est meilleur que qu'est-ce que tu sais, il sait que TG va dépasser ce que même lui a fait dans sa carrière, pis ça, c'est assez incroyable, là. Ouais. En effet, man. On a fait un heure sur le TKO, man. Ouais. Je m'en attendais, là. Ouais. Fait que, brièvement, je voulais qu'on parle des 170 livres UFC, man, parce que, qu'est-ce qui se passe avec cette division-là? Aucune idée. On vient d'avoir une breaking news aujourd'hui, man, pis c'est, à la fois, c'est un excellent combat. C'est booké de façon absolument experte par l'UFC. Mais c'est puzzling comme décision. Colby Covington s'en va à Rio, au Brésil, affronter Rafael Dos Anjos, mais pour le titre par intérim. Comment ça, titre par intérim? C'est ça l'affaire. Pourquoi? Parce que Woodley, il y a une opération. Ça fait longtemps qu'il y a eu une opération. Il est disponible en juillet. Fait que pourquoi un titre par intérim? Beaucoup disent que le main event de cette carte-là, c'est Nunes contre Pennington. Nunes a déjà eu des problèmes avec son weight cut, a dû abandonner à 24 heures de combat. Raquel Pennington, ça fait 1 an et demi qu'elle s'est pas battue parce qu'elle revient d'une blessure majeure. Fait que je pense que l'UFC veulent pas prendre de risques, veulent s'assurer d'avoir un title match en backup en cas des fois. Mais là, on a un autre interim title qui est créé. Fait que là, au moins, on va savoir c'est qui le prochain à affronter Woodley. Mais ailleurs dans la division, là, le top 10 de cette division-là ne se bat pas. C'est la seule division dans laquelle ça arrive. Personne veut affronter personne. Genre, tout le monde est là, à talk shit tout le monde, mais il espère juste que ça soit un gars plus haut qu'eux dans le top 10 qui pogne le bait. Fait que là, ça fait que le UFC a annoncé un événement à Liverpool, en mai. Ils ont déjà une des moitiés de leur main event est à Darren Till qui vient de là. Mais ils trouvent personne pour l'affronter parce que Usman veut pas affronter Darren Till parce qu'il est ranké plus bas que lui. Un tel veut pas affronter Darren Till parce qu'il est ranké plus tout, il pèse 230 livres et tout là. C'est peut-être une bonne raison pour que le monde veut pas l'affronter, tu sais. Mais, même affaire, Usman essaie de trouver des combats pis personne veut affronter, personne ranké plus haut qu'Usman veut affronter Usman, là. Usman, c'est le gars qui est créé pour battre Tyron Woodley. Hey! C'est le gars qui est créé pour battre Tyron Woodley, tu sais. Ça fait qu'on a une division de même de gars qui se battent pas, pis qu'est-ce qui arrive avec cette division-là, man? T'sais? Ouais, mais là, moi, c'est surtout qu'est-ce qui arrive avec les interim titles, là. C'est quoi? C'est 2 ans de interim titles sans arrêt. Tout autant d'idées, mon gars. C'est incroyable. Il arrête pas avec ça. Pis mais moi, je suis juste content que, genre, Colby Covington, c'est pas un Dos Anjos au Brésil. Puis on va se le dire, là, that white trash motherfucker, j'espère qu'il mange une tabarnak de Reims. Ah, écoute, c'est sûr, man. Pis j'espère que l'UFC va sortir l'extra box, man, pour s'assurer qu'il se rend au combat, man. Parce que tabarnouche que je pisse ce dude-là à Rio après tout ce qu'il a dit sur le Brésil. Peut-être s'en faire shot, peut-être pas la meilleure des idées. Bon, il a trouvé le spot, check ça, là. Ah, ouais, parfait, ça. Ah, imagine, là, il se fait tirer à l'hôtel. Man, ce gars-là, il traite tous les Brésiliens de sales pis d'animaux. Il pouvait pas sortir de sa chambre d'hôtel après avoir battu Maia pis avoir dit ça, là. À Sao Paulo, là. Ah, c'est sûr que non, là. À Rio, là. C'est pas que Sao Paulo est moins dangereux que Rio, ça reste le Brésil, là. Non, mais, tu sais. Brésil is dangerous, là. Mais non, pour vrai, ouais, j'espère bien qu'il va se faire placer, là. Ouais, pis sinon, c'est quoi, y a-tu des match-ups que t'aimerais voir? Il me semble, moi, Darren Till contre Wonderboy, on dirait, je rêve à ça. Pourquoi le père de Wonderboy arrête pas de dire, ça n'arrivera pas, ce match-up-là? Ben moi, honnêtement, là, Wonderboy contre n'importe qui, je l'intéresse. Ouais, moi tout, mais. Je suis hype, là. Tu sais, Darren Till, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Wonderboy, là. Ouais, je pense qu'on l'a pas vu, on l'a vu contre Masvidal. Ok. Contre Masvidal, je me rappelle plus trop c'était quelle carte, mais. Je me rappelle, c'était peut-être la soirée de Jones-Cormier, en juillet passé. Je suis surpris de cette catégorie de poids-là. T'es en train de me dire que Donald Cerrone refuse du monde. Donald Cerrone a jamais refusé personne. Non, Donald Cerrone, je suis surpris qu'il n'y a pas de combat de bouquet ensemble, mais qui se bat à 170? Puis on s'attend que Donald Cerrone, ça a pas mal été prouvé dans ses derniers combats, il peut gagner encore. Oh! Mais donne-y un Yancy, donne-y un gars on the rise, donne-y pas Masvidal. Donne-y pas d'un de tes top guys, genre, tu sais. Comme Masvidal et tout, j'ai de la misère à voir lui
turn down un Masvidal, fight. il prend pas le Till fight, il était considéré pour Oh, le Darren ouais. Till fight, pis ça arrivera pas, pis Ce on dirait que gars-là, tout le monde... c'est pas un ouais. feeler, là, il turn down à rien, mais sans Masvidal, c'est un street fighter, pis tout, ce gars-là, là, c'est... Ouais, mais je sais pas si c'est facile de tout mettre sur Tyron Woodley, là. On dirait que le fait que lui était vraiment piqué dans ses match-ups, on dirait que toute la division veut vraiment être piqué dans ses match-ups, pis tout le monde essaye de baiter un contender ranké plus haut qu'eux. Ouais, Pis ouais. ils vont accepter rien d'autre, genre. Fait que ça fait que c'est dur de se trouver, si t'es Santiago Ponzinibbio en ce moment, c'est dur de trouver quelqu'un contre qui se bat, genre. Ouais, Parce que t'es comme 12-13e, selon moi. Ouais, mais à un moment donné, les UFC, ils vont bien mettre de la pression, pis gars, ta job, c'est ta job, pis tu vas aller la faire, là, non? Ouais, mais tu fais quoi avec un gars qui veut pas se battre? Tu sais, tu peux pas envoyer un gars pis dire, toi, tu t'en vas te battre à cette date-là, là, tu sais. Non, mais à quelque part, c'est quoi, ils vont tout attendre que le contrat finisse, parce que ça fait trop longtemps qu'ils se sont battus, c'est quoi qui va se passer? Je le sais pas, man. C'est ça l'affaire, tu sais. C'est ça, là, t'as tous des gars dans le top de cette division-là, des Neil Magny, ça se peut pas en ce moment, Ousmane, Masvidal, Wonderboy. Je pense que t'as Condit qui est booké, mais c'est contre Matt Brown. Anyway, jusqu'à quel point Condit, tu sais, c'est encore un top 15 gang honorifique, là, tant qu'à moi. Ouais, mais pis à Matt quel Brown, point il est Matt Brown, relevant. je pensais qu'il avait pris la retraite après Diego Sanchez. Ouais, ben, je pense que, genre, quand il a dit Condit, il a dit, c'est correct, je me retraiterai pas tout de suite, mais. Coming back out of retirement. Pas mal ça dans les plans, là. Fait que c'est ça, man, drôle de situation. Toi, c'est qui ton meilleur match-up pour Darren Till? En ce moment-là. Qu'est-ce... Ben là, si tout le monde a peur de se battre avec Darren Till, ben, put him against the champ, ici. Parce que, tu sais, t'as Leon Edwards qui l'a call out. Leon Edwards, il a gagné, bizarrement, lui et tout, par TKO à 4,59 du troisième round dans son dernier combat. Wow. Mais, tu sais, c'était moins surprenant que la victoire de Paul Craig parce que, tu sais, ça faisait un bon round et demi qu'il le tapochait au sol, pis tu sais, il a pas donné le choix à l'arbitre de l'arrêter à une seconde de la fin, mais ça s'en allait à la décision, il y avait aucun d'autre qui gagnait cette décision-là non plus, tu sais. C'est pas un comeback win comme l'autre. Mais pareil, il se battait contre Sobota, il est ranké, je pense, Edwards était ranké 12-13e avant ça, va peut-être monter un peu, va peut-être pas monter non plus. Mais c'est un Anglais, je pense qu'il vient de Londres, fait que Londres contre Liverpool, une rivalité à l'interne du pays. C'est probablement la meilleure option, parce que c'est sûr que t'avais Mike Perry, c'est un duel qui avait de l'attraction, là, Perry a perdu contre un no-name, ça fait 2 défaites de suite, fait que tu l'envoies pas contre Darren Till. Non, mais Darren Till contre Kobe Covington. Ça pourrait être le fun, ça. Ouais, ben tu sais, moi, je compte le fait... Il y a 2 combats que je voulais pas voir pour Darren Till. C'était Covington pis Ousmane. C'est pas que je veux pas les voir jamais. C'est la première fois que tu vas à Liverpool. Tu viens d'avoir, tu sais, Darren Till, là, ça a du superstar potential, ce gars-là. Autant de la manière qu'il se comporte que de la manière qu'il se bat dans la cage. Pis, tu sais, il a une personnalité magnétique, vraiment. Pis tout, le gars, il est spécial, selon moi. Fait que, dans ce cas que tu l'amènes dans son hometown, un peu comme t'as fait avec McGregor contre Brandao, tu lui donnes-tu le wrestler qui est littéralement, tu sais, c'est les 2 gars qui ont la meilleure chance de le battre dans la division, là. Ousmane pis Covington. Est-ce que tu prends la chance de faire ça là, scrapper un tes brand new contenders, ou, tu sais, parce que c'est ces gars-là qui vont se battre pour la belt, là. Les Ousmane, les Till, les Covington. Ah, moi, je veux juste voir Covington manger une volée, là. Ben, Rafael Dos Anjos, s'il mange pas une volée là, ça va être dur de voir qui c'est qui va y sacrer une volée dans cette division-là. C'est cette semaine, dans mon YouTube feed, j'ai souvent genre des fights, pis j'écoute gros des podcasts de Joe Rogan, tout ça. Puis là, dans mon feed cette semaine, il y avait le combat de RDS contre le champion. Là, Hein? Contre Ferguson. Ah ouais, oh. Man! Oh! Wow! Oh, c'est Voir que j'avais pas vu ce fight-là avant cette semaine. Ça change-tu ton opinion de Tony Khabib? Ça change. Ben, ouais, ouais, parce que genre, Khabib, il a un pace pis tout, pis il casse le monde, il casse l'énergie du monde pour après ça faire ce qu'il fait avec, mais genre, Ferguson, it's like the Energizer Bunny. He keeps on going and going and going and going. C'est à Mexico City, ça, là, ce combat-là. Le gros, c'est genre à 2,5 km d'altitude, là. Tu sais, 15 Velasquez à gaz out, là. Ouais.
Ouais, Cardio Kane, il gaz out, là, mais... Et Ferguson, il bounce encore sur ses pieds avec Cameron comme si de rien n'était à danser, puis, genre. c'est quoi, c'est Chael Sonnen, sur son podcast, il s'entraînait à la même place que Ferguson. Ferguson, il prenait 10 gars, puis il roulait avec, puis il brûlait les 10 gars. Avant, il avait été faire du pad avec un de ses coachs. Il brûlait 10 gars, puis quand les gars étaient tous brûlés pis étaient plus capables, il allait finir ça sur le heavy bag. C'est un Genre, méchant fou. C'est ça, ça a l'air que c'est genre sans fin, là, pour vrai. Fait que, man, je commence à vraiment l'apprécier, Tony Ferguson. Pas son attitude, mais vraiment sa qualité de fighter, là. Malade, man. On finit ça rapidement. Je veux qu'on sorte un peu du thème du MMA. Ouais. Parler de Lil Xan. Ouais. Tupac is boring. Oh, man. C'est son quote. Puis moi, si je veux pas nécessairement qu'on se mette à bâcher Lil Xan. Ouais, il se fait déjà assez bâché de même. Ouais, pis tu sais, tant qu'à moi, si t'écoutais la tune Beat Rate une couple de fois, Lil Xan is boring, là. Exactement. Fait que, je veux pas qu'on rentre dans cette discussion-là parce qu'il y aura pas de discussion entre moi et Adam. L'affaire que je veux qu'on apporter. Le chum Lil Xan est né un 6 septembre 1996. 7 jours plus tard, le 13 septembre 1996, Tupac se faisait tuer. Est-ce que un jeune qui a littéralement vécu sur la même terre que Tupac pendant une semaine est en droit de dire, peu importe comment, que la musique de Tupac, ça ne le rejoint pas, que lui, il trouve ça plate parce que ça le rejoint pas, c'est pas de quoi qui est de son temps, c'est plus, on s'entend, le Lil Xan, là, il s'appelle Diego quelque chose, c'est un petit Mexicain qui vient d'un quartier quand même aisé, en Californie, c'est pas la Thug Life tatted on his chest, le gros, là, c'est pas un gangbanger, c'est pas un gangster rapper, fait que lui, Tupac, ça ne relate pas to him, tu comprends? C'est peut-être pas la meilleure manière qu'il y a eu d'exprimer ça. Non, vraiment pas. Mais est-ce qu'il y a le droit sans que toute la communauté au complet, genre, il tombe complètement sur la tomate? Genre, de dire quelque chose de même. Non, c'est Tupac. C'est Tupac. C'est genre, si Tupac avait pas été là, mais Tupac, il a pavé le chemin pour tellement de monde après. C'est un des gars qui a été game de dire les injustices de l'industrie, du gouvernement, de ci, de ça. Non, man, tu peux pas dire comme, exemple, tu t'en vas, tu te fais inviter à souper chez les parents de ta blonde ou whatever what, ok, du monde, où tu t'en vas pour la première fois souper chez quelqu'un que t'as jamais vraiment été, puis tu trouves que le souper, il est pas vraiment bon, ça l'accorde pas avec tes goûts, genre, mais dis que c'est différent, man, dis pas que c'est pas bon, genre, crime, je trouve une meilleure façon de t'exprimer, man, t'es un artiste, tu vas avoir plus qu'une façon de t'exprimer, tu peux pas bâcher sur Tupac, come on, man, tu sais, c'est... Moi, je suis né en 91, là. Tupac est mort, j'avais 5 ans, là. Tu penses-tu que j'ai pas vieilli sur du Tupac, mais je suis quand même assez intelligent pour dire que, man, ce gars-là, c'était un lyrical genius. Puis qu'il était artistique à fond, puis c'est un gars de musique, man. Je sais pas, il était allé à l'école des arts, pis tout, je me trompe. Tu sais, man. Ouais, pis tu sais, c'était brillant, c'est un gars là. qui est... veut pas, man. Comme t'as dit, que tu sois, tu sais, J. Cole, là. Ouais. J. Cole, c'est pas un gangster, là. J. Cole, c'est absolument pas un gangster. Dans toutes ses chansons, dans toutes ses CD ou presque, il y a une chanson avec un sample de Tupac. Tout, tu sais, stuff dans le hip-hop, comme, d'après moi, stuff dans le domaine du pop, ok? Même si t'es Justin Bieber, là, ou t'es une nouvelle pop star, t'as pas le choix, man, à quelque part, de respecter quelqu'un comme Céline Dion, comme Michael Jackson, comme ces gens-là qui ont pavé la voie pour des gens comme toi. Pis Tupac, man, oui, c'était du gangster rap dans le temps, mais c'est un gars qui disait des choses, c'est un gars qui a créé, de par lui-même, beaucoup de façon différente de faire du hip-hop. Absolument. Le conscious rap qui parle des social issues pis ces affaires-là. Sans Tupac, ça serait pas aussi sexy aujourd'hui. Le gangster rap, sans Tupac, ça serait pas aussi sexy aujourd'hui. Plus le jazz rap, plus instrumental, ça serait pas ce que c'est avec Tupac aujourd'hui. Tout ça, il a aidé à l'évolution de toutes ces choses-là. Exactement. Pis, je comprends que quand tu vas à la radio, n'importe où, pis tu dis Tupac is boring, tu vas avoir du backlash sur toi, pis oui,
Lil Xan, il a l'air blanc, en plus. Fait que ça l'aide pas, là. Si t'as l'air d'un white guy, que tu sois mexicain pis que ton nom soit Diego quelque chose, là, comme c'est le cas pour lui, là, que tu sois, t'as l'air blanc, le gros, pis un black qui dit que Tupac sucks, là, ça passe pas bien, surtout quand t'es dans l'hip-hop. Pis y a des gens dans la vie qui ont fait des affaires que tu leur dois respect, pis c'est tout. Comme, tu sais, c'est parce que le joueur de baseball qui dit que genre, Babe Ruth, jamais, pas de respect pour ça, il est plat. Tu sais, non. À un moment donné, t'as fait assez d'affaires dans ton domaine que genre, tu sais, c'est un Hall of Famer, Tupac. Tu comprends? Ça mérite le respect de tout le monde qui vient après lui, genre, tu sais, c'est dans les Tupac, les Dr. Dre, les Notorious B.I.G., tu sais, ces gars-là, ils ont fait assez pour la musique, genre, tu te dois de les respecter, c'est tout. C'est des grosses têtes de l'industrie, D'un autre côté, est-ce qu'il y a un moyen pour ces jeunes-là, genre, parce qu'on se le cachera pas. Quand tu débarques des stations hip-hop, c'est que les animateurs, c'est des old heads. Oui, c'est ça. Ils vont te parler de Tupac, pis ils vont essayer de vraiment tout faire pour te faire dire non, moi, Tupac, c'est pas vraiment une inspiration pour moi. Ouais, mais... Ce qui a vraiment le droit, là. Oui, mais il y a une façon de le dire. Je te dis, regarde l'âge que j'ai. Regarde les années que Tupac était hot. J'ai pas vraiment été élevé sur ce genre de musique-là. J'ai eu d'autres influences qui ont amené que je fais une musique d'une différente influence aussi, parce que, on va se dire, là, Lausanne, c'est pas un rapper, là. Mais moi, pour vrai, je connais une toune, là, fait que je serais pas super bien placé. Bon, ben, moi non, ben, tu sais, je connais la toune Betrayed, là, mais tu sais, c'est pas du rap, ça, là. Je sais pas trop c'est quoi, le gros, pour vrai, moi, je suis pas, tu sais, il rentre parfaitement dans la description, là, des SoundCloud rappers, là. Ouais. La peau pas mal pâle, beaucoup trop de tatous dans la face, vraiment très peu de contenu. Tu sais, c'est pour ça que d'un côté, on dirait, moi j'ai tendance à y laisser une passe, man, à Lil Xan, parce que quand j'écoute une entrevue de Lil Xan, je m'attends pas à du commentaire social, je m'attends pas à ce qui a été inspiré par Tupac, je m'attends pas à rien d'intelligent de sa part. T'as pas besoin d'être inspiré par quelqu'un pour le respecter. Non, là. c'est ça, pis je pense pas qu'il le respecte pas, c'est ça l'affaire, il a juste dit qu'il trouvait ça plate, lui, il a dit, moi, I think Tupac is boring. Fait que, tu sais, c'est pas la bonne manière de dire ça pour pas insulter le monde, ouais, parce que ça veut dire que tu respectes pas Tupac. Pas nécessairement. Est-ce que je m'attendais à ce que Lil Xan ait la bonne manière de s'exprimer? Absolument pas. Fait que tu sais, j'ai tendance à lui laisser une passe aux jeunes, pis il apprend, tu sais, the hard way, là, parce qu'il y a littéralement... Pour une fois, on n'est pas sur le même point. Moi, no pass to the kid. Fuck you, little jack off. Yo, t'as d'affaires à genre, man. En plus, Tupac, c'est un de mes artistes préférés encore à ce jour. Moi, même si tu le trouves boring, là, mais Tupac n'a assez fait que t'as d'affaires à mentir, tabarnouche, pis dire que genre, non, man, he's the shit, genre. Mais cool, man. Je pense qu'on va laisser ça à ça. Ouais. Cette semaine. Puis, on va aller faire du jujitsu pour ma part. Toi, tu vas retourner chez vous, faire tes affaires tranquilles. Ouais, ben, c'est un peu, un gros training, puis à soir, on a le cardio à faire, pis tout ça, là, fait que... Trippant. Donc, je remercie tout le monde. Écoutez le podcast sur YouTube. Comme d'habitude, là, vous commencez à connaître la drill un peu. Je le dis à toutes les fois qu'il y a des nouveaux. C'est un like sur la vidéo. Questions, suggestions, commentaires. Dans les commentaires sur YouTube, c'est la meilleure place. Le podcast est aussi disponible sur iTunes, sur Stitcher, sur Podbean. Mais ça, c'est en format audio. Puis je vous le cacherai pas que, tu sais, si vous checkez pas le vidéo, vous manquez un peu de quoi. Souvent, on est là pour faire des références aux choses qui se passent sur le vidéo, puis on explique même pas c'est quoi. Fait que des fois, j'en doute pas que ça peut être un peu bâtard à écouter audio. Fait qu'écoutez le vidéo, là, je voulais te dire, en passant, good job sur ton vlog. J'ai trouvé ça vraiment cool, tu sais. Merci, man, merci. Le 19 minutes, il a passé rapidement. Je l'ai vraiment tout écouté au complet. J'ai trouvé ça super intéressant. Trouvé que t'as fait ça d'une bonne façon. J'ai oublié de te le dire, mais man, merci beaucoup, man. J'ai vraiment aimé ça, faire ça et tout. Fait que je peux vous assurer, je vais faire ça à pas mal tous les événements TKO. Fait que le monde de Québec, préparez-vous, là. Je vais débarquer le 4 mai, puis on fera ça. En plus, je connais plein de monde à Québec. Faut que ça je connais. Donc, tout ça pour dire que c'était ça, man. On sait que notre cam. Mais merci tout le monde. Pas de cas semaine prochaine, avec peut-être du monde, peut-être pas de monde. Fred Duprat avec des bangs, ça serait pas pire la semaine prochaine. Je vais essayer d'arranger ça. Fait qu'on check ça, puis je connais. Je connais.
Il y a Bolé et tout qui s'intentait, là. Ouais, Il Bolé. y a probablement un adversaire, là. Ouais, ben tu sais, j'ai entendu comme c'était rumeur entre les branches, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, il faut attendre que ça soit officialisé, puis après ça, on va recevoir notre mascotte officielle au podcast. J'ai incité, ça a été demandé par beaucoup de gens, man, fait que Bon, oui. on vous lettra pas down là-dessus, Naked Bolé coming up. Yeah! Scarab.